toujours trop cher une autoroute, hein. Vu qu'on paye déjà des impôts de toute façon. Il n'est pas impossible qu'à un moment ou à un autre, la moitié de la chaussée s'effondre. Une autoroute neuve coûte plus cher aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Plus le prix des péages monte, plus l'État gagne d'argent. C'est vraiment un peu un petit arrangement entre amis, entre le gouvernement d'un côté et les sociétés autoroutières. Finalement, le seul perdant, vrai perdant dans l'affaire, c'est l'automobiliste. On est la vache à lait. Bienvenue dans l'Écho des lois, le magazine qui vous emmène sur le terrain pour voir comment les lois sont appliquées. L'usage des autoroutes est un principe gratuit, c'est ce que dit la loi. Aujourd'hui, nous en sommes bien loin, chacun peut le constater. Les péages sont chers, leur prix augmente chaque année. Les sociétés d'autoroutes, qui affichent des bénéfices records, abusent-elles? L'État est-il victime ou complice? La qualité du réseau est-elle à la hauteur de son coût? Autant de questions que nous aborderons dans ce numéro. Tout commence dans les années 50. La France et son petit réseau autoroutier est très en retard sur ses voisins européens. Nous n'avons que 1132 km d'autoroute, alors que les Italiens en ont près de 3000 et les Allemands près de 4000. Le 18 avril 1955, le Parlement adopte une loi qui ouvre le marché des autoroutes aux sociétés privées. L'idée est de quadriller le territoire grâce à l'argent et au savoir-faire de ces entreprises. Les nouvelles routes construites restent dans le domaine public, mais leur exploitation est progressivement confiée au privé. Ainsi naissent les concessions et par la même occasion, le péage. Sur chaque autoroute de liaison, nous donnons notre obol. Celui-ci doit être exceptionnel, dit la loi, qui rappelle que l'autoroute est censée être gratuite. Mais le péage devient rapidement la norme. Au début, l'État est actionnaire majoritaire des sociétés d'autoroutes, mais au fur et à mesure, pour trouver de l'argent frais, il vend ses parts. La grande privatisation a lieu de 2005 à 2006. Dominique de Villepin cède la majorité des actions de l'État aux entreprises privées. J'ai en outre décidé de poursuivre la cession par l'État de ses participations dans les sociétés d'autoroutes. Total des gains, 14 milliards d'euros. Une mauvaise affaire, l'État aurait pu empocher 10 milliards de plus grâce à la manne des péages, selon la Cour des comptes. Aujourd'hui, 75% du réseau est géré par le privé et donc payant. Les contrats d'exploitation courent jusqu'aux années 2030. Le réseau public, lui, cédé d'année en année aux plus offrants, fond comme neige au soleil et avec lui, la fameuse gratuité. Week-end de grand départ dans les Landes. Les vacanciers se bousculent pour foncer vers la plage, le Pays Basque ou l'Espagne. Mais à la pause déjeuner sur l'aire d'autoroute, il y a quelque chose que les automobilistes ont du mal à avaler. C'est le péage. Moi franchement je trouve que c'est trop cher. C'est toujours trop cher une autoroute, hein. Vu qu'on paye déjà des impôts de toute façon. C'est dommage d'imposer aux gens de payer, alors qu'avant, c'était gratuit. Et oui, cette route était gratuite il y a peu. Et pour certains, la joyeuse découverte se fait nez à nez avec les barrières. 7 € pour 104 km, le double pour les camions. L'A63, c'est le nouveau nom de ce tronçon d'asphalte qui s'appelait autrefois RN10, une nationale que les GPS et les panneaux indiquent encore. L'État l'a concédé en 1997 à une filiale de Bouygues qui l'a inaugurée en avril 2014. Sage décision pour le concessionnaire, l'axe était régulièrement le théâtre de terribles accidents. Les usagers, comme on les appelle aujourd'hui, sont désormais en sécurité. Donc, il y aurait un 9-5 sur la chaussée. Voilà, sur la voie du milieu, pour l'instant, ils ne sont pas sûrs au niveau du secteur. Vous envoyez un patrouilleur. Exactement, moi j'ai quand même envoyé un patrouilleur pour être sûr que ça ne soit pas sur notre secteur.
Les usagers qui empruntent la liaison Bordeaux-Bayonne, et en particulier les transporteurs routiers dont c'est le métier de passer régulièrement, je crois, reconnaissent que l'infrastructure n'est plus du tout la même. Ils sont maintenant sur une 2x3 voies sécurisée. J'entends souvent dire aller de Bordeaux à Bayonne, maintenant c'est du bonheur. Ce n'est pas vraiment le sentiment des Landais pour qui la privatisation de cet axe essentiel ne s'est pas faite sans heurts. Les riverains, mobilisés, ont fait ralentir la vente pendant des années et la colère est toujours vive dès que l'on évoque le sujet. Une fois, je me suis fait avoir, figurez-vous, je suis rentré à Pissos et j'ai voulu revenir chez moi. Et on m'a dit, ça fait 3,50 €. J'ai dit, vous rigolez quoi? J'avais ma Nationale 10 et là, ils se sont emparés de ma Nationale 10 et maintenant, si je veux la prendre pour aller à Bayonne, eh bien, je suis obligé de payer et on se fout de moi. Je ne sais pas pour qui est le café, les chocolats sont mis dans. Seule consolation, les péages sont ouverts, c'est-à-dire qu'il suffit en théorie de prendre la sortie avant la barrière et de retourner sur l'autoroute une fois le péage passé sans payer un centime. Encore faut-il le savoir, puisque rien n'est évidemment indiqué. Éric Anthony et ses camarades se chargent justement d'alerter les automobilistes. Leur collectif de citoyens déploie régulièrement des banderoles le long de la 63 pour appeler les voitures à éviter le péage. Seul problème, une fois contourné le péage, on atterrit sur un ancien chemin forestier parsemé de fissures et de trous, et le trafic passe parfois dans des endroits critiques. À la sortie du contournement, vous avez un groupe scolaire et une crèche qui pourront être les témoins d'un bel accident. Mais il y a pire. Refroidis par le prix du péage sur l'autoroute, les poids lourds le contournent eux aussi et passent en plein cœur des villages landais. À certains endroits, les enfants doivent s'y prendre à 2 fois avant de traverser. Mousteil, 671 âmes, en plein cœur d'un parc naturel. Les 35 tonnes sont devenues le fléau de la jolie commune aux 2 églises. Panneaux arrachés, lampadaires scalpés, les mastodontes ont même percuté la maison de Philippe Borde, située en plein virage. Et là, j'avais mon fils qui jouait dans la chambre. Ça, c'est à l'origine, c'est une chambre. Et mon fils, quand il a entendu ma voiture, il est descendu. Et une fois qu'il est descendu, c'est là que le camion est rentré dans la baraque. Et puis après, bon, il y en a qui se sont frottés dessus, quoi, qui a rayé le... Alors il a fallu refaire les enduits, quoi. Ça fait la 4e fois qu'on le fait, quoi. On n'a que des embêtements, quoi. Face aux nuisances, le préfet a interdit aux camions de contourner le péage. Seules les livraisons locales sont tolérées. Mais au milieu du flot de poids lourds, certains choisissent de braver l'interdit. Les moins téméraires, eux, préfèrent rouler la nuit quand les gendarmes sont couchés. Jusqu'à 200 camions passent ici jusqu'au petit matin. C'est ce radar pédagogique installé par la mairie qui les a comptabilisés. Mais malgré tout, le maire lui-même estime que le problème est marginal et défend les bienfaits de l'autoroute. L'autoroute paie son lot de taxes locales. J'étais la semaine dernière avec le syndicat de l'eau et on constatait que l'autoroute était devenue le premier client de la commune. Et avec toutes les taxes qui sont perçues, nous avons là des rentrées financières tout à fait significatives. La manne financière que représente l'autoroute A63 fait oublier les petits désagréments causés par la privatisation. Mais si les élus locaux ferment les yeux, qui contrôle l'application de la loi et les abus des sociétés d'autoroutes ? Autoroute A1, l'une des plus anciennes de France. Ici, les péages sont installés depuis plus de 50 ans et bizarrement, ils sont de plus en plus chers. Avec jusqu'à 300 000 véhicules par jour, bienvenue au cœur d'une machine à cash. La SANEF, le concessionnaire, optimise ses profits et ajuste ses prix par tronçon et en fonction du trafic.
Les associations de consommateurs l'ont découvert en divisant un trajet en plusieurs morceaux. Le Paris-Lille, par exemple. Qu'est-ce qu'on constate? Si on le fait d'une traite, c'est-à-dire sans sortir de l'autoroute, eh bien à l'arrivée, on aura un ticket de péage qui sera plus élevé que si on fait par exemple un Paris-Albert, on sort à Albert et on rentre immédiatement sur l'autoroute. Le Paris-Lille, bien plus emprunté, coûte donc 3 € plus cher que le même itinéraire coupé en deux en faisant une étape dans la ville d'Albert. Le prix de ces trajets sont calculés à l'avantage exclusif de la société d'autoroute. On sait très bien que plus un tronçon sera emprunté, plus la société d'autoroute aura tendance à mettre un tarif assez élevé. Les sociétés d'autoroute encaissent, les usagers paient. On baigne dans l'opacité la plus totale en ce qui concerne le montant et la fixation des tarifs d'autoroute. Une chose est sûre, c'est que l'usager en général trouve qu'il paye l'autoroute aujourd'hui beaucoup trop cher. Bonne nouvelle, rétorque le concessionnaire, si les prix augmentent, c'est que les investissements sont plus importants chaque année. Nous améliorons sans cesse la qualité du service. Nous avons fait énormément de travaux sur les aires, par exemple. C'était une de nos priorités. Les nouvelles réglementations en matière de construction d'infrastructures routières sont beaucoup plus exigeantes que par le passé. Et donc, une autoroute neuve coûte plus cher aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'il y a a fortiori 20 ans. La SANEF, comme ses confrères, joue avec la permissivité de la loi. Celle-ci autorise les concessionnaires à faire grimper leurs tarifs et fixe même un taux minimum, pas moins de 70% de l'inflation chaque année. Voilà, merci. Bonne journée, au revoir. Du coup, les sociétés d'autoroutes n'en font qu'à leur tête. Sur 10 ans, elles ont augmenté les prix de presque 23%. La Cour des comptes pointe les abus du système depuis des années. Et après 40 ans, les critiques ont comme un air de déjà-vu. La Cour remet en cause implicitement la politique de privatisation des autoroutes. En effet, le recours au financement privé n'a pas tenu ses promesses. Premièrement, le système est économiquement incohérent. Deuxièmement, il est devenu trop favorable aux sociétés concessionnaires. La Cour relève que les conditions actuelles d'encadrement des concessions autoroutières ne permettent pas que les intérêts des usagers et de l'État soient suffisamment pris en compte. Mais qui est chargé de faire respecter les règles? C'est normalement le rôle du ministère des Transports. Mais celui-ci n'impose rien, il négocie les tarifs au cas par cas et rien n'est rendu public. Au ministère, malgré les nombreuses sollicitations, personne n'a voulu répondre à nos questions. Et pour cause, aucun agent de l'État ne va sur le terrain pour vérifier comment les hausses sont appliquées. Les chiffres que l'administration épluche sont fournis par les concessionnaires eux-mêmes. Un scandale qui n'a que trop duré pour cette association d'automobilistes. On ne peut pas laisser passer un rapport de la Cour des comptes qui dit que les contrôles sont insatisfaisants, qu'on a une personne à mi-temps qui est embauchée pour contrôler tous les marchés publics qui sont organisés par les concessions d'autoroutes en France. Ça ne suffit pas. Si la Cour des comptes le pointe elle-même, ça vaut le coup de s'en donner les moyens, juste de se donner les moyens de contrôler le système. Mais tant que les moyens ne seront pas à la hauteur des enjeux, on parle quand même en milliards d'euros, tant qu'on n'aura pas des contrôles à la hauteur, il restera de l'opacité dans le système et il restera des doutes. Si l'État est aussi peu regardant, laxiste même, c'est qu'il y trouve son intérêt. C'est un système qui est extrêmement lucratif pour l'État. Déjà pour une raison simple, c'est que sur le coût du péage, l'État prend de l'argent. Donc plus le prix des péages monte, plus l'État gagne d'argent. Ensuite, l'État prend de l'argent sur l'impôt sur les sociétés. Plus une société en France gagne de l'argent, plus elle paye d'impôts. Finalement, le seul perdant, vrai perdant dans l'affaire, c'est l'automobiliste. Sur les 5 milliards d'euros perçus au péage, l'État en encaisse 1,5 milliard. Ces énormes quantités d'argent et ce manque de transparence sont-ils au moins compensés par un réseau de qualité? Pour le savoir, un collectif d'associations de tous les pays d'Europe a sillonné le continent. Eurorap, c'est le nom de ce programme. Chaque route a été soigneusement notée en fonction de sa sécurité et de son entretien. Verdict, après des milliers de kilomètres parcourus, les autoroutes françaises privées sont parmi les meilleures d'Europe, notamment en matière de sécurité.
il y a des caméras partout, il y a des contrôles qui sont partout, il y a effectivement des radars tous les 40 km. Il y a vraiment une surveillance particulièrement accrue qui donne cette, je dirais, cette sécurité à l'automobiliste qui est sur une autoroute. Mais qu'en est-il du réseau public ? Eurorap ne dispose d'aucune donnée concernant les autoroutes gérées par l'État, car il en reste. 25% du réseau français est financé directement par le contribuable. Nous avons donc mené notre propre enquête en sillonnant le réseau gratuit d'Île-de-France. Et là, quelques kilomètres suffisent pour se faire sa propre idée. En suivant les détritus, nous débouchons à Rosny-sous-Bois. Cette ville de Seine-Saint-Denis est traversée par 3 autoroutes gratuites et le maire veut nous faire visiter lui-même les coulisses. Ça c'est l'autoroute, un bout d'autoroute à 103, donc ça c'est l'État. Alors tous les délaissés, ce qu'on appelle les délaissés, les terre-pleins, c'est l'État, c'est jamais taillé, c'est jamais entretenu. Donc vous voyez, vous avez des ronces partout. Lorsque les tas de déchets encombrent la voie et que la végétation vient chatouiller les pare-brises, l'élu n'a pas d'autre choix, il demande à ses propres services municipaux de venir nettoyer. Là, régulièrement, les services de la ville interviennent une fois tous les 15 jours à peu près pour nettoyer les espaces verts. Du coup, c'est les contribuables ronéens qui payent. Donc ils payent des impôts, ils payent tout le temps. L'entretien des autoroutes, normalement, ce sont eux qui s'en occupent, les agents de la DIR, la Direction des routes d'Île-de-France. Mais à Rosny comme ailleurs, les caisses sont vides et il y a plus urgent, l'état de la chaussée. L'équipe veut nous montrer ce qu'elle surnomme la faille de San Andreas. Pour éviter les accidents, on comble les fissures en utilisant des enrobés froids, mais c'est simplement un pansement sur une jambe de bois. Là, ça nécessiterait des travaux de grande ampleur. On ne sait pas à quel moment ça peut s'effondrer. Il n'est pas impossible qu'à un moment ou à un autre, la moitié de la chaussée s'effondre. Auquel cas, là, ce sera extrêmement grave, mais on ne sait pas si ça apparaîtra dans 8 jours, dans 15 jours ou dans 10 ans, 20 ans. Autre souci de taille pour Laurent Mousseau et sa maigre enveloppe d'1,5 million d'euros, le nettoyage des camps de Rome installés en bordure d'autoroute. Celui-ci vient d'être démantelé et c'est normalement à la DIR de déblayer. On peut pas. Ça grève trop nos budgets. Le nettoyage des camps, c'est un coût considérable. C'est environ 100 € la tonne. Là, je vous dis, c'est un camp, il y a à peu près 4000 tonnes de déchets, donc voilà, on peut pas. Encore une fois, ce sont les communes voisines qui vont sortir le carnet de chèques. À la DIR, on appelle cela, sans rougir, la coopération. Et se serrer la ceinture se dit désormais optimiser son budget. Moi, on me demande d'assurer la sécurité des usagers et d'assurer la pérennité du patrimoine sur les routes. Voilà ce qu'on me demande de faire avec l'argent qu'on me donne. Si on veut changer ça, il faut effectivement augmenter le budget. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas la tendance. Vous lisez les journaux. Depuis sa création en 2006, la DIR a vu son budget fondre chaque année et l'état du réseau s'en ressent au quotidien. Mais existe-t-il des autoroutes publiques économiquement viables ? Des autoroutes gratuites et bien entretenues, ça existe. Direction la Bretagne. Pour comprendre cette particularité, il faut remonter le temps. 2 février 1969, Quimper, le général de Gaulle annonce le financement de routes gratuites qui traverseront la Bretagne. Pour que 2 routes à 4 voies pénètrent la péninsule jusqu'à Brest, son extrémité. Il ne s'agit pas d'un cadeau, le président a simplement cédé face à la pression des élus bretons, qui veulent à tout prix désenclaver la péninsule. La Bretagne se sentait loin, elle voulait accéder à la modernité. Il faut rappeler que dans les années 1950, elle est également extrêmement en retard. La moitié des fermes n'a pas l'électricité, 90% n'a pas l'eau courante. C'est une population rurale assez archaïque, même si on a parfois exagéré un petit peu. Et globalement, les Bretons veulent aussi connaître la croissance. Et ce lobbying extrêmement puissant parvient à obtenir des aménagements inédits pour la Bretagne. Aujourd'hui, la région est quadrillée grâce à l'argent de l'État. Seul l'axe central n'est toujours pas terminé, car désormais les fonds venant de Paris arrivent au compte-gouttes. Les conseils généraux ont donc pris le relais
Cette langue de goudron sortie de terre a été entièrement financée par le département d'Ille-et-Vilaine. Elle reliera Rennes à Redon. Ça aurait pas été plus simple de faire des réservations avant de mettre enrobé? Malgré les apparences, il ne s'agit pas d'une autoroute, mais d'une voie express. C'est le nom des 2 fois 2 voies en Bretagne. Même norme de sécurité que sa jumelle payante, la vitesse y est simplement limitée à 110 km/h. Le président du Conseil général leur trouve pourtant des atouts supplémentaires. L'autoroute, c'est à peu près un échangeur tous les 20 ou 30 km. Ici, nous avons des échangeurs à peu près tous les 3 km, ce qui montre qu'il y a une préoccupation de développement du territoire, puisque toutes les communes desservies peuvent espérer voir des entreprises s'installer sur leur territoire. Tout cela a un coût, 156 millions d'euros rien que pour cet axe Rennes-Redon. Entre construction et entretien, les routes sont devenues le premier budget du département. Il nous faut privilégier ces voies-là au détriment d'autres besoins qui peuvent s'exprimer ici ou là, qui sont légitimes, mais qui retarderaient d'autant cette réalisation qui, sur le plan économique, comme sur le plan social, comme sur le plan des perspectives de développement, apparaît comme une nécessité. Cette politique, en plus d'être coûteuse, est très lente. Le département a mis 10 ans pour couler 40 km de bitume. Mais pour l'économie bretonne, ces axes sont essentiels et la gratuité vitale. Les frères de Noill en sont tributaires, justement. Ici, c'est la plateforme de transit. Donc, il y a à peu près une vingtaine de véhicules qui arrivent ici entre 16h et 20h. Les routes bretonnes payantes, ils en ont entendu parler et la rumeur leur donne froid dans le dos. Pour moi, si demain, une partie du réseau devient payant, alors je pense qu'on va mettre à mal une grosse partie de l'industrie bretonne. Ça peut pousser les industriels à se délocaliser à l'est de la Bretagne et ça sera aussi un drame économique pour la Bretagne et social. Car le réseau breton suscite les convoitises. Le voisin Cofiroute fait régulièrement des appels du pied à l'État pour qu'il lui cède l'exploitation. Jamais nous ne vendrons nos routes, assurent en chœur les élus bretons, mais le réseau géré par l'État et les collectivités est-il vraiment menacé ? La CGT, elle, en est sûre. L'État est en train de brader son patrimoine dans le plus grand secret. Pour preuve, cette carte du réseau français que le syndicat distribue lors des manifestations. Donc sur la carte, vous avez l'ensemble du réseau routier donc au niveau des autoroutes. Ensuite, vous avez les portions qui doivent être privatisées dans un avenir proche ou lointain. Et donc en grignotant, un jour on dira tiens, c'est bizarre, tout est payant, quoi. La CGT a référencé 23 tronçons d'autoroutes et de nationales qui passeraient du public au privé. Des chiffres confirmés par les journalistes de l'Humanité qui ont mené l'enquête. Pour eux, ces morceaux de route gratuites ne le resteront pas longtemps. Ce qui est en train de se négocier, c'est vraiment un peu un petit arrangement entre amis, entre le gouvernement d'un côté et les sociétés autoroutières. Dans la mesure où on sait que depuis les privatisations en 2005-2006, les investissements sont toujours financés par des nouveaux péages. Donc ça paraît assez étonnant qu'on ne se retrouve pas d'ici quelques années, quelques temps, avec des nouveaux péages sur ces portions de routes qui jusque-là étaient des routes nationales et gratuites ou des portions d'autoroutes qui jusque-là étaient gratuites. Les concessionnaires assurent qu'il ne s'agit que d'un deal honorable, des travaux sur le réseau public contre l'allongement de la durée des concessions. Vinci évoque même la création de 40 000 emplois. Ces promesses font grincer des dents les syndicats qui ont fait leur compte. Les effectifs du groupe n'ont fait que fondre ces dernières années. Donc sur le groupe Vinci avec 13% de salariés en moins. De 8 000, on est passé, de 8 on est passé à 7 600. C'est 2 000 salariés de moins en 5 ans pour l'ensemble des concessions autoroutières françaises. C'est quand même pas rien, 2 000 salariés. Gilbert Guigny est un résistant, l'un des derniers salariés de Vinci présents sur les péages. L'automatisation a eu raison de son métier. Aujourd'hui, 95% des gares du géant sont équipées de machines. Et le groupe met la pression sur ses salariés pour qu'ils quittent leur poste. Les managers ont pour ordre de convaincre les gens
à quitter l'entreprise. Il y a des salariés qui se sont vus proposer de l'argent pour monter un camion à pizza. Ils acceptent juste 1 an ou 2 ans de salaire. On va jusqu'à leur calculer leurs indemnités de chômage dans la négociation. On va jusqu'à leur dire ce que M. Pôle emploi va leur payer. Hein. Si ça ne s'appelle pas une façon détournée de mettre les gens dehors. Pour Vinci, ces accusations sont infondées. L'entreprise affirme même qu'elle embauche, mais à sa manière. Oui, on recrute en interne. Ce n'est pas le plus facile, mais c'est ce qui permet de garantir à tous nos salariés de trouver leur voie et leur place dans cette société qui évolue, qui est quand même une richesse extraordinaire d'avoir une société qui évolue et qui permet à ses salariés de développer son employabilité, de développer ses compétences et de pouvoir changer potentiellement de métier s'il en a envie. La société a fait ses calculs. Une borne coûte 11 000 € par an, le même travail fait par des salariés, 20 fois plus. Mais ici, on ne parle pas de profit, mais du bien-être des employés. Ils n'ont plus besoin d'être en cabine. La relation client, elle a évolué, elle est différente, elle se fait à distance. Et physiquement, encore une fois, c'est nécessaire, mais dans 95% des cas, c'est pas utile parce qu'on arrive à la gérer à distance. Plus de fluidité pour les uns, des conditions de travail dégradées pour les autres, l'automatisation est en tout cas devenue la norme. La loi, elle, est muette sur la question des emplois. Si les concessionnaires récupèrent de nouvelles routes cédées par l'État, ce dernier n'a aucune certitude que les engagements pris soient respectés. Des autoroutes privées plutôt sûres, un territoire dans l'ensemble bien couvert, la France a rattrapé son retard. Elle possède désormais le 2e réseau le plus long d'Europe. Mais c'est aussi l'un des plus chers. Les autoroutes gratuites, elles, ne le sont pas vraiment, ce sont les impôts des citoyens qui les payent. Et quand les caisses de l'État sont vides, c'est la qualité de la route qui s'en ressent. Dans ce contexte, difficile d'imaginer que l'État puisse récupérer ces autoroutes à la fin des contrats de concession dans les années 2030 et réussissent à entretenir correctement cet immense réseau.